le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de votre journal. Le retour du stylo et du papier à l'hôpital. C'est la débrouille dans le groupe Vivalia après une cyberattaque. Les services tournent au ralenti. Explication avec Margot Guillot. Fini le masque dans les avions et aéroports européens, mais c'est la confusion car les compagnies et les pays peuvent toujours imposer certaines règles sanitaires. Des files plus longues sur la petite ceinture de Bruxelles. Un nouveau chantier démarre dans le tunnel Trône et cela va durer. Éric Bévert nous en parle dans un instant. L'armée est appelée en renfort en Corée du Nord. Une demande express de Kim Jong-un face à la propagation du Covid. Le dirigeant tente de rassurer la population. Et puis les satellites polluent l'espace. Des sociétés privées en envoient de plus en plus et ça inquiète les astronomes du monde entier. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. C'est en début de semaine particulier, en tout cas dans les hôpitaux de la province de Luxembourg. Des centaines de rendez-vous annulés, des opérations postposées aussi. Le groupe Vivalia a été victime d'une attaque informatique ce week-end et ce n'est pas encore résolu. Reportage de Sandrine Lambiotte, Michael Dance et Margot Guillot. Un bic et du papier pour remplacer les ordinateurs. Dans le service de chirurgie de Libramont, les soignants ont fait un bond dans le passé. Je suis en train de préparer la sortie d'un patient qui est transféré. Donc on a dû réécrire la lettre médicale à la main. J'ai dû réécrire tous les traitements à la main qu'on sortait avant des ordinateurs. Et donc là, ça fait 30 minutes que je fais la lettre de sortie du patient. Et j'ai 28 patients dans mon service. Depuis l'attaque informatique qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, les équipes médicales n'ont plus accès à aucun ordinateur et n'ont donc plus accès aux dossiers informatisés des patients. Pour pouvoir continuer à travailler, ce sont les vieux dossiers papier qui ont été réimprimés en urgence en plusieurs centaines d'exemplaires. Normalement, le PC qui est là rassemble tous les éléments du patient et avec des clics, on a une vision complète de tout le traitement et de toute la prise en charge de chaque patient dans tout l'hôpital. Sans ordinateur, c'est toute l'activité de l'hôpital qui est ralentie. La radiologie et les prises de sang sont même à l'arrêt. Une partie des opérations et des consultations ont aussi été annulées. L'hôpital a prévenu les patients par SMS, mais l'information n'est pas toujours arrivée à bon port. Prévenir tout le monde, c'est pas évident, hein. Il y a trop de services pour aller téléphoner à tous les clients qui doivent venir. On aura fait une promenade. En coulisses, les services informatiques s'activent avec l'aide d'experts extérieurs, mais un retour à la normale n'est pas prévu avant plusieurs jours. Nous avons identifié et colmaté la brèche et donc maintenant nous continuons de vérifier que nos systèmes d'information en interne sont bien protégés, ce qui semble être le cas, pour pouvoir démarrer. Parce que les expériences du passé montrent que lorsqu'on redémarre trop tôt, on risque d'être de nouveau attaqué. La direction pense qu'aucune donnée importante n'a été exportée par les hackers, sans pouvoir le certifier totalement aujourd'hui. Et nous allons rejoindre Margot Guillot à Libramont. Il faut le préciser, Margot, ce n'est pas le seul hôpital concerné. Eh bien oui, Ophélie, les 5 autres hôpitaux qui appartiennent à l'intercommunal Vivalia sont tous dans la même situation que l'hôpital de Libramont, devant lequel je me trouve pour l'instant. L'hôpital de Bastogne, de Marche, d'Arlon par exemple. Et la direction nous l'a confirmé, la situation ne sera pas rétablie demain. La plupart des opérations et des consultations non urgentes sont donc reportées. Pas de prise de sang non plus, pas de radiologie ni de centre Covid. Mais la médecine d'urgence, elle est bel et bien fonctionnelle. Merci Margot pour ces dernières précisions en direct. Et ne croyez pas à un bug demain. Si vous faites le plein d'essence, la 95 va dépasser les 2 €. C'est du jamais vu. 2,02 € pour être précis au litre. Et la 98 grimpe aussi à 2,16 €. C'est une conséquence de la crise sanitaire, mais pas seulement. Ethias va fermer ses bureaux 1 jour par semaine. Le télétravail n'est plus un frein et l'assureur veut aussi réduire son empreinte écologique. Simon Arnold, Antoine Lepavec et Marie Bourguignon se sont rendus dans les bureaux liégeois. Ils sont près de 1000 employés à travailler dans les locaux de ce bâtiment situé en plein centre de Liège. L'immeuble a été construit il y a une 50aine d'années et les déperditions d'énergie sont nombreuses. Donc voilà le type d'installations qui seront à l'arrêt à partir de lundi.
peut le voir sur des installations qui datent un petit peu, vu que le bâtiment a été construit dans les années 70. Et donc toute cette machinerie sera à l'arrêt du vendredi soir jusqu'au lundi soir. Et l'économie en termes d'émissions carbone est de 2,8 tonnes par jour de fermeture. Concrètement, à partir de la semaine prochaine, le bâtiment sera fermé tous les lundis. Le télétravail sera donc obligatoire 1 jour par semaine. Pour cet employé qui habite en province de Namur, c'est une bonne nouvelle. On va diminuer nos trajets et le budget carburant. Donc la diminution de 120 km par jour va être impactante sur l'aspect environnemental. Et aussi en termes d'organisation, je suis papa célibataire, donc pour mes enfants c'est une facilité. Je sais que le lundi je suis à la maison et donc j'ai des possibilités de terminer à une heure raisonnable pour aller rechercher mes enfants sans devoir prendre en compte mon temps de trajet qui est de 45 minutes. Pour les employés qui n'ont pas la possibilité de télétravailler, Etias met à disposition ses locaux dans un autre de ses bâtiments. L'entreprise a aussi pris des mesures pour défrayer les travailleurs à domicile. Alors il y a déjà aujourd'hui chez Etias une indemnité qui est versée aux collaborateurs pour le télétravail. Cette indemnité elle est de 6 € net par journée de télétravail. On intervient également dans la connexion Internet au domicile des collaborateurs. L'entreprise est une des premières à prendre cette mesure en Belgique. Elle sera d'application jusqu'au déménagement d'Etias dans des nouveaux locaux en 2024. Aux États-Unis, une deuxième fusillade dans l'espace d'un week-end. Hier, une église du festival Californie a cette fois été visée. Il y a un mort et 5 blessés. Aucun motif n'est avancé pour l'instant, mais les paroissiens ont réussi à stopper l'assaillant. Du 19e siècle, samedi, un homme avait ouvert le feu dans un supermarché. Et puis l'Union Saint-Gilloise sauve l'honneur en décrochant le titre de vice-champion remarquée au Royaume-Uni, celle de la reine Elisabeth II. Elle est donc apparue hier soir lors d'un spectacle équestre à Windsor. La reine se déplaçait avec une canne, mais elle était bien là pour ce premier événement d'ampleur de son jubilé de platine. Et bien des regards étaient aussi attirés par le ciel rouge-orangé ce matin. C'est la conséquence d'une éclipse totale de lune, un phénomène assez rare, appelé aussi lune rousse ou rouge. Le spectacle était gâché par les nuages parfois, mais certains ont réussi, nous le voyons, à prendre de magnifiques photos et les poster sur la page Facebook RTBF Ciel partagé. Mais observer le ciel, justement, risque d'être plus compliqué à l'avenir. Pourquoi ? Eh bien, à cause des satellites de plus en plus nombreux au-dessus de nos têtes. Des sociétés privées les envoient dans l'espace. Mais les astronomes du monde entier lancent aujourd'hui un cri d'alerte. Explication, Lucie Denhoven et Aline Delvoye. 3, 2, 1... À bord de cette fusée, 53 mini-satellites. Ils font partie du projet Starlink de la société SpaceX et vont compléter une vaste constellation de satellites. Ces constellations de satellites sont destinées à proposer un Internet relativement rapide, 100 mégabits par seconde, dans des régions reculées de la Terre où la couverture par la fibre n'est pas possible. Et pour remplir cet objectif, Starlink va déployer 12 000 satellites d'ici 2025. Et ce n'est pas le seul projet du genre. D'autres sociétés privées envoient leurs satellites. Résultat, en quelques années, des milliers de satellites vont polluer l'orbite terrestre basse, comme on le voit sur cette simulation. On voit le nombre de satellites impressionnants qui croisent la Grande Ourse qu'on voit ici. Et donc ça veut dire que des programmes de surveillance du ciel visant à détecter des astéroïdes géocroiseurs, c'est-à-dire des astéroïdes sur une orbite potentielle de collision avec la Terre, seront difficiles à détecter. On le comprend en voyant ces faisceaux tracés par les satellites devant les étoiles. Environ 40% des observations seront rendues inutilisables quand les constellations de satellites seront déployées. Et ce n'est pas le seul risque. Ce problème va prendre une ampleur considérable à l'avenir. Est-ce qu'un jour, cette ceinture autour de la Terre, d'orbite basse, sera tellement polluée que nous ne pourrons plus envoyer aucun satellite, même géostationnaire, même pour la météorologie? Ça, c'est une question ouverte. Sans parler de l'accumulation des déchets et du danger de collision en série. Pour les astronomes, il faut d'urgence une réglementation internationale dans l'espace. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le Far West, en réalité. Et donc,
la communauté des astronomes essaye de mettre en mouvement le grand machin qu'est l'Organisation des Nations Unies pour essayer d'établir des règles au niveau international, mais d'après nos tentatives, ça va encore prendre des années et des années, et donc il risque d'être trop tard. En attendant, les astronomes veulent sensibiliser les citoyens qui souscriraient à des abonnements via ces sociétés privées. Est-ce nécessaire d'avoir un réseau plus rapide dans les régions les plus reculées du monde quand on connaît les risques ? Allez, retour sur Terre. Enfin, pas tout à fait, car je vous emmène dans un ascenseur, mais pas n'importe lequel. Connaissez-vous le Paternoster ? C'est un système du 19e siècle, mais on en trouve encore un exemplaire à Bruxelles, en gare du Midi. Découverte avec Benjamin Domry, Vivian Cantillon et Bruno Schmitz. C'est un ascenseur pas tout à fait comme les autres. J'attends que la cabine arrive au niveau du sol. Et voilà, je monte. À tantôt. Il aurait presque un côté film d'aventure. Bon, on est un peu moins risqué tout de même. Et voilà, donc pour descendre, c'est le même principe. J'attends que la cabine est au niveau du sol. Et voilà. Luc Hust a travaillé ici pendant des années, juste à côté de ce Paternoster, un engin inventé en Angleterre, fin du 19e siècle. À l'époque où les ascenseurs sont encore lents, la technique est révolutionnaire. Des cabines qui montent et descendent en continu, sans s'arrêter aux étages. La bonne manière, c'est d'attendre que la cabine est au niveau du sol, et puis on monte. Cet ascenseur fonctionne donc un peu comme une grande roue, ou plutôt un chapelet de Notre Père, d'où son nom, le Paternoster. Même si certains disent que c'est plutôt la prière qu'il fallait réciter en y entrant pour éviter un accident. Les personnes qui ne le connaissaient pas, ils avaient une appréhension. Il y en a qui n'osaient pas monter dedans. Ou bien ils préféraient prendre l'ascenseur classique. C'est d'ailleurs pour sa vitesse que la SNCB avait choisi d'installer un Paternoster dans le bâtiment en 1957. L'avantage, c'est qu'il peut transporter un grand nombre de personnes et que les personnes ne doivent pas attendre la cabine. Donc ça fait gagner un peu de temps. C'est vrai que c'était facile. Les gens qui devaient aller porter le courrier à tous les étages, ils savaient sortir facilement. Ce Paternoster a fini sa carrière en même temps que le bâtiment qu'il abrite, il y a 2 ans, mais il fonctionne toujours et vu son cachet, la SNCB a décidé de le maintenir comme souvenir une fois que l'immeuble sera rénové. Quant à Luc, il se réjouit, lui qui a toujours préféré cet ascenseur Paternoster à son voisin plus traditionnel. Je préfère le Paternoster parce que même s'il se bloque, on n'est quand même pas enfermé. C'est ça qui est mieux. Un peu claustrophobe ? Oui, peut-être un petit peu, oui. C'est la fin de notre tour de l'actualité. Dans un instant, la météo de Daniela Prepeliuk. Juste après, affaire conclue. Je vous souhaite un très bel après-midi et à demain.